c'est parti. Je voulais qu'on parle du dernier roman, Le Premier Sang, qui est donc la suite de Fièvre et de sang. D'abord, comment est née l'idée de ce deuxième roman et pourquoi il y a une pause entre les deux? Donc ça fait deux questions. Ouais, ça fait deux questions pour le prix d'une. Pourquoi y a-t-il d'abord une pause entre les deux? Parce qu'après avoir écrit de Fièvre et de sang, je ne me sentais pas capable de reprendre ces deux personnages, de reprendre leur relation qui est quand même assez forte et assez complexe et semée d'embûches. Et j'avais envie aussi d'essayer quelque chose d'autre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit Le Jeu de l'ombre, qui paradoxalement se déroule avant de Fièvre et de sang, se déroule quelques semaines avant les événements de Fièvre et de sang. Donc c'est une aventure où on retrouve le commandant Alexandre Vauvert tout seul, à Toulouse, entre Toulouse et Carcassonne. Et ça m'a permis aussi d'avoir un roman très différent, avec un rythme totalement différent, un fantastique qui arrive de manière beaucoup plus graduelle, un roman entre chien et loup, tout en ombre, et un final quand même très fantastique, parce que je n'arrive pas à m'en empêcher, même quand j'essaie de faire autre chose. Et surtout, Le Jeu de l'ombre, c'était pour moi un giallo. Vraiment, avec tous les codes de ce genre de littérature italienne et ensuite de films dans les années 80, notamment Dario Argento qui a des giallo grandioses. Et dans Le Jeu de l'ombre, on retrouvait donc la fameuse scène de meurtre avec vraiment la main gantée de cuir qui s'abat, tous ces clichés-là. J'adore les clichés, les réutiliser, les détourner. Donc il était question d'un musicien qui n'entendait plus la musique, qui avait un souvenir d'une scène, tous les codes du giallo en fait. Et après avoir fait ça, je m'étais un peu vidé la tête du stress que j'avais pu avoir avant, et là je me suis senti prêt à réattaquer sur les aventures d'Eva et Alexandre ensemble, et j'ai écrit Le Premier Sang, qui est la suite directe de Fièvre et de sang. On les retrouve donc 2 ans après, et parce que surtout aussi pour moi ce livre était très important et je voulais pas le louper. Donc cette pause de 1 an en fait, d'écriture m'a servi à ça, à me régénérer aussi, et j'ai repris cette suite finalement comme j'avais écrit, exactement de la même manière que j'avais écrit de Fièvre et de sang, avec le même état d'esprit, en essayant de faire, ce que j'ai dit toute la journée en dédicace, mais avec le sourire, mais c'est ça, de faire pareil en mieux. Et voilà, c'est avec plus de personnages, une partie policière encore plus réaliste, encore plus intéressante, et une partie surnaturelle encore plus éclatante et fantastique, avec de la magie, des fantômes de chevaux qui se redressent, enfin des choses très, très visuelles, très hautes en couleurs. Et j'ai beaucoup travaillé. Et tu dis qu'il est important pour toi particulièrement, et pour quelle raison? Alors pourquoi? Parce que De Fièvre et de sang, c'était jusque-là mon livre le plus important à mes yeux. Et l'idée de faire un livre qui serait la suite, ça mettait la barre très haut pour moi, parce qu'il était hors de question que je fasse une suite qui soit inférieure. Chaque année, j'essaie de mettre la barre un petit peu plus haut, et là, j'avais très peur de ne pas y arriver. Donc j'ai mis la barre très très haut, et même si je ne suis pas arrivé à sauter aussi haut que j'aurais voulu, j'ai quand même réussi à dépasser, à mes yeux en tout cas, le précédent, de Fièvre. Et pour moi, c'est une suite tout à fait honorable qui complète parfaitement la première aventure d'Eva et Alexandre. Et justement, comment tu as travaillé? Parce qu'il y a plusieurs intrigues parallèles qui se rejoignent après. Alors, j'avais plusieurs idées, plusieurs envies. Déjà de reprendre ces deux personnages, de montrer ce qu'ils étaient devenus, comment évoluer. Alors, il y a plusieurs histoires en parallèle. Il y a d'une part le passé d'Eva qui est très important, avec son traumatisme, ses obsessions, son secret qu'elle travaille toute seule à l'abri des yeux de ses collègues. Et il y avait la relation entre Alexandre et Eva. Pour moi, c'était aussi, ce roman-là, c'était leur histoire d'amour conçue comme une quête initiatique. Vraiment un chemin pavé d'épreuves, alors que lui est totalement amoureux d'elle. Elle ne veut absolument pas de lui. Alors qu'ils sont faits pour être ensemble, mais ils sont tellement proches, c'est vraiment des doubles. C'est dans leurs problèmes, dans leur comportement, dans leurs blessures profondes, et du coup ils sont tellement ensemblables qu'être ensemble, pour elle en tout cas, c'est inacceptable. Et ce livre, c'était pour moi l'occasion de raconter leur histoire pour arriver donc, à une réunion. Et il y avait ça d'une part.
il y avait aussi mon envie de faire un récit plus complexe, avec davantage de personnages, y compris du point de vue des méchants, qui sont cette fois plus nombreux. D'introduire aussi des techniques narratives que je ne maîtrise pas encore parfaitement, comme des flashbacks. On retrouve des scènes qui se passent 30 ans en arrière, 25 ans en arrière. Voilà, et d'avoir une richesse narrative en fait accrue. Dans les résumés, on parle de terreur d'enfance pour Eva. Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est difficile. Et en fait, c'est sans déflorer. Surtout cette partie enfance, c'était important, et pour quelle raison pour toi? Parce que l'enfance, c'est un des thèmes qui m'est très cher, qu'on retrouve dans toutes mes histoires, depuis les toutes premières jusqu'à celle-ci. Parce que Eva porte en elle un traumatisme de son enfance. Elle voit le spectre de sa sœur jumelle qu'elle a vu de ses propres yeux se faire assassiner, égorger sous ses yeux alors qu'elle avait 6 ans. Et donc ça traumatise. Ça aurait traumatisé quand même pas mal de gens. C'est une des raisons pour lesquelles elle est entrée dans la police. C'est aussi une des raisons pour lesquelles elle traque les gens qui font du mal aux enfants, et elle a un véritable problème avec ça. Et en même temps, c'est un moteur pour elle, mais c'est aussi autodestructeur. Et elle, c'est un personnage qui est tout en ambiguïté, en force et en faiblesse, en agressivité et en désespoir absolu, en lumière et en totale ténèbres. C'est des questions qui m'intéressent énormément, sur justement l'hérédité, quand on a une forme de mal absolu en nous, comment on fait pour le gérer. Est-ce que le mal peut servir à faire le bien? Est-ce que finalement, en essayant de faire le bien, est-ce qu'on a le droit de faire le mal? Et pourquoi plus particulièrement l'enfance? Est-ce que c'est parce que c'est un âge d'innocence où il y a des grands traumatismes qui peuvent marquer? C'est un âge, puis c'est un âge lié à la magie aussi, au rapport avec l'autre monde. C'est une des thématiques indirectes du premier sang. Pour moi, et puis c'est aussi parce que je suis resté un enfant, et que c'est vrai, et que je me cette idée de qui on était, de en quoi ça influence qui on est aujourd'hui, et puis plus généralement le fait que l'enfant qu'on a été, cette part de magie finalement, et de rêve, et de liberté, d'innocence, d'insouciance qu'on avait en nous, elle est toujours là. On l'a étouffée dans notre carapace d'adulte, mais finalement il suffit d'ouvrir son cœur suffisamment pour que la lumière en sorte à nouveau, et cette lumière, c'est l'enfant qu'on était. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Ouais, comme ça que tu le. Et je pense aussi que les traumatismes qu'on a vécu enfant conditionnent qui on est adulte. Et c'est un thème classique de la littérature, notamment fantastique, mais je pense de toute littérature. La différence fondamentale entre les vrais gentils et les vrais méchants, c'est pas tant le bien ou le mal, c'est qu'on a tous eu affaire au même traumatisme, et que certains ont réussi à les dépasser et à devenir des gens bien, et d'autres personnes se sont laissées dévorer par les mêmes choses, n'ont pas été assez forts, n'ont pas été aidés comme il fallait, ont fait les mauvais choix, et ont sombré dans les ténèbres. Mais la différence entre l'un et l'autre, elle n'est pas aussi claire. Mais c'est intéressant, parce que du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'adolescence en ce moment, notamment avec la littérature young adulte. On a une foule de héros ados, parce que c'est l'âge de la construction, c'est l'âge des choix, et c'est intéressant que toi, du coup, tu parles plutôt de l'enfance, de tes personnages adultes. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Tu pourrais te relancer dans l'adolescence ou explorer l'adolescence? Forcément. Je le ferai sans doute. En fait, oui, ce que j'ai toujours dit, c'est que je ne me pose pas de questions. Je fais ce que j'ai envie au moment où j'en ai envie. J'écris chaque année le livre, la preuve, on en a parlé avec le jeu de l'ombre. Ce que j'ai envie de faire au moment, même si certaines personnes me disent que c'est pas une bonne idée, je m'en fous, parce que c'est ce qui sort de moi, et donc forcément c'est juste, puisque c'est ce que j'ai besoin de faire. Et écrire sur les adolescents, je le ferai forcément. D'accord. J'ai écrit beaucoup sur les enfants, parce qu'effectivement peut-être l'enfance m'intéresse plus, mais l'adolescence, ces transformations m'intéressent aussi énormément, et je suis resté, comme je disais, un éternel adolescent. Donc oui, c'est forcément une thématique qui reviendra de manière plus claire. Pas forcément dans le prochain, mais à l'avenir. Une petite question sur tes personnages. Tu as des personnages récurrents. C'est la grande question qu'on pose à tous les auteurs, c'est un peu leur rapport aux personnages. Alors, il y en a pour qui c'est quasiment des amis qui leur parlent par-dessus l'épaule, il y en a qui sont très distanciés. Comment tu les gères, toi? Alors, d'une manière très ambiguë, parce que c'était pas prémédité. Alors ça fait toujours comme une espèce de posture de dire oui, mes personnages m'habitent, mais c'est vrai. En fait,
aujourd'hui je suis en train de, malgré moi, de faire une série finalement. Ce que j'avais pas prévu du tout. Et il y a quelques années, je m'étais juré de jamais faire de série. Donc c'est assez révélateur aussi. On m'aurait dit il y a 3 ans que j'allais faire une véritable série en tant que telle. J'aurais rigolé. Et en fait, j'ai créé des personnages qui symbolisent des choses essentielles pour moi. Je ne l'ai pas fait forcément exprès au début, mais en même temps si, puisque j'ai cherché des personnages qui... Mes personnages ne sont pas très réalistes, c'est plutôt des métaphores, des symboles, ils ne sont pas très détaillés réellement dans les romans, et les lecteurs ont l'impression de voir des personnages physiquement, juste parce qu'ils projettent leurs propres archétypes, parce que c'est ce que j'essaye d'aller chercher dans l'inconscient collectif finalement, pour évoquer des idées humaines, et chacun des personnages comme ça incarne des idées et qu'on a tous en nous. Et donc j'ai cristallisé ça notamment dans Alexandre Vauvert, qui est cet armoire à glace, visage de boxeur toulousain qui combat le crime à l'ancienne, très rétro, très Jean Gabin finalement, pour cacher au fond de lui aussi, cette armure sert à cacher une sensibilité extraordinaire, un don de double vue avec lequel il y a un petit problème. Et j'ai créé Eva, albinos, donc aussi une apparence assez marginale, qui elle se sent vraiment comme un monstre, qui traque les monstres. Elle a un véritable problème avec son apparence. C'est une sorte de dirty